Bonsoir à tous. Je vous remercie de nous retrouver sur ce nouveau rendez-vous, ce deuxième rendez-vous du Creux webinaire. Après la gestion de l'énergie, ce soir, nous traitons de la gestion du fumier. Un sujet que nous avons sélectionné suite à une enquête que nous avons faite auprès des centres équestres pour les engager dans les démarches de développement durable. Et c'est un sujet qui a eu beaucoup de retours. C'est arrivé en première position des thématiques que les centres équestres souhaitaient que nous abordions. Donc, il faut savoir que cette démarche a été initiée par le comité régional d'équitation en partenariat avec la filière cheval Sud-PACA. Et nous avons le soutien de l'ANS dans ces démarches, parce que l'objectif, c'est d'informer, de sensibiliser, de former et de mutualiser les bonnes actions. Donc, dans ce sens, ce soir, nous traitons de la gestion du fumier. Nous avons d'autres thématiques qui seront aussi présentées ultérieurement au webinaire. La gestion de l'eau au mois de mai, mais aussi les outils et les bonnes pratiques et la bientraitance, le bien-être animal. Donc, chaque webinaire sera enregistré, sera disponible en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à toute la session, si vous arrivez en retard, il n'y a pas de souci, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et on vous mettra le lien par mail. Et de la même manière, on vous soumettra une enquête de satisfaction pour traiter un petit retour qualité sur ces supports. N'hésitez pas à mettre les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, si toutefois on ne peut pas traiter de toutes les thématiques. Du coup, n'hésitez pas à nous faire remonter vos souhaits. Alors, quelques petites règles. Merci de laisser vos micros coupés. Comme la dernière fois, vous avez l'espace de discussion en bas pour poser vos questions par écrit lors de chaque intervention. Nous prendrons un temps à la fin pour y répondre. Et puis, n'hésitez pas, à la fin, si vous n'avez pas posé toutes vos questions, on affichera une page avec les contacts pour faire remonter vos questions auprès des intervenants ou par notre biais. Il n'y a pas de souci. Je vais vite fait vous parler du programme de la soirée. Donc, dans un premier temps, nous allons traiter de la réglementation sur la gestion et la valorisation du fumier de cheval, stockage et valorisation, cession des effluents, avec Pauline Doliger de l'IFCE qui nous fera cette présentation. Puis, nous traiterons plutôt du traitement, la transformation, la valorisation d'un point de vue des témoignages. Le compostage avec l'intervention de Hugues Chabou, le lombricompostage avec Gérard Chebaud et Sébastien Guérini, et enfin la méthanisation avec Benoît Giraud et Quentin Froment. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Pauline Doliger. Alors, je vais partager mon écran. Vous le voyez là? C'est bon? Non? Pas encore. Là, c'est bon? Non, ça n'a pas l'air de se lancer là, Pauline. Ah, alors, je recommence. Il faut bien que le support soit ouvert sur votre ordinateur. Bah ouais, il est ouvert. Alors, attendez. Bah, sinon, vous lancez, je ne sais pas pourquoi j'arrive plus à accéder au partage d'écran là. Je sais pas pourquoi. Alors, ça y est, je vais. Ça a l'air de marcher. Voilà. Super. Vous l'avez en grand écran. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, merci. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Donc, Pauline Deliger, donc je suis ingénieure de développement en alimentation et entretien du cheval. Je travaille à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Je suis basée au Haras du Pin. Et donc, on a un petit peu d'expérience dans le domaine de la valorisation du fumier, puisque l'on pratique le compostage au champ depuis plus de 15 ans. Et on a fait pas mal d'expérimentations sur des mélanges et du compostage de fumier de cheval sur nos 60 hectares de prairies. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur la réglementation et la gestion du fumier de cheval. Dans un premier temps, je vais présenter quand même le programme Val Fumier
qui est développé actuellement. Et ensuite, je vous présenterai des éléments sur la réglementation. Alors, le programme Valfumier, hein, il est en train de se terminer sur la première partie, donc sur les actions 2019-2020. Donc, il a été déployé dans 3 régions. À la demande du groupement hippique national avec une mise en œuvre de l'IFCE et donc des équipes qui ont travaillé dans 3 régions, la Normandie, le centre Val-de-Loire, Pays de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes pour mener un certain nombre d'actions. Alors, quelles sont les actions? Donc, la première, ça a été une enquête des producteurs au niveau national. Qui a été suivi par 172 entretiens terrain, donc sur les 3 territoires. Donc, il y a un document qui synthétise cette enquête permettant de soulever la problématique des producteurs. Ensuite, en action 2, il y a eu un état des lieux qui a été fait des filières de valorisation où pouvait s'intégrer du fumier de cheval. Donc, notamment les filières de compostage, de méthanisation, avec plus de 178 entretiens terrain. Sur l'action 3, donc l'objectif, c'est d'essayer de faire de la mise en relation. Donc, avec la mise en place d'un bureau ressources, puisque maintenant, il y a des interlocuteurs qui sont capables de répondre sur des problématiques de fumier de cheval dans les 3 régions qui ont été étudiées. Il y a le développement d'une plateforme d'échange qui est en cours de développement en Pays de Loire actuellement et l'objectif, c'est de le déployer au niveau national. Et puis, on a rédigé des retours d'expérience avec plus de 14 posters qui permettent donc d'avoir des retours d'expérience, que ce soit sur l'épandage de fumier chez soi, du compostage ou de la méthanisation à l'extérieur. Et enfin, en 4, je vous remettrai, tous les liens seront dans le document, donc vous aurez à dispo après la présentation. Donc, il y a plus de 14 fiches techniques sur la gestion et la valorisation du fumier, et puis une caractéristique du fumier et du compost qui est encore en cours. Donc, avant de vous présenter la réglementation, je vais vous faire un petit rappel sur la production de cheval. Donc, globalement, ce que précisent les retours d'expérience et la bibliographie, puisqu'il y en a quand même, il y a de la bibliographie, que ce soit française ou même internationale, sur le fumier de cheval et sa valorisation. Donc, en gros, pour un cheval de 500 kg, on a entre 15 et 17 kg de crottin produits par jour, ce qui permet d'estimer une quantité de fumier avec de la paille, là je parle de litière de paille, à environ, on multiplie par 2,5 à 3,5 selon la paille si elle est plus ou moins souillée. Donc en gros, ça fait entre 9 et 12 tonnes par cheval et par an de fumier produit pour un cheval. Après, si on le regarde en termes de volume, on va être autour de 18 à 25 mètres cubes par cheval et par an. Alors, premier cas, concernant la réglementation, j'ai pris comme cas, je gère le stockage de mon fumier sur mon exploitation. Donc, je dois respecter les règles de stockage du règlement sanitaire départemental. Alors, qu'est-ce que dit ce règlement sanitaire départemental? Il y a tout un titre sur la gestion en fait des effluents d'élevage. Donc, vous ne verrez pas le mot cheval dans le règlement sanitaire départemental, mais vous verrez les animaux d'élevage, voilà, et les effluents d'élevage, et le fumier de cheval en fait partie. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette réglementation? Tous les règlements sanitaires départementaux ont des chapitres concernant le stockage des effluents, qui précise une aire étanche, voilà, munie d'un point bas pour collecter les lixiviats. Ça peut être aussi une surface couverte, mais ça peut être aussi une benne de stockage étanche. Alors, en termes de surface de stockage, vous ne verrez rien décrit dans le règlement sanitaire départemental, mais il y a un référentiel d'Excel qui précise, donc pour le cheval, 2 mètres carrés par cheval pour 2 mois de stockage et 4,6 mètres carrés pour 6 mois de stockage. Donc, le stockage doit se faire à l'écart des animaux, des aliments et de la litière propre. Le stockage au champ est possible,
mais seulement après 2 mois de stockage en fumière ou si le fumier est resté sous les animaux, donc c'est-à-dire avec une litière accumulée, hein, par exemple, ça peut être dans un abri ou une stabulation. Et donc, ce stockage au champ, il doit être normalement limité à 1 an et l'objectif, c'est de ne pas stocker toujours au même endroit, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, voilà un petit peu le principe. Alors, en ce qui concerne les distances vis-à-vis des tiers pour le stockage, donc la réglementation, elle précise 200 mètres d'une pisciculture ou une zone de baignade, 50 mètres d'une habitation. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le stockage du fumier, mais c'est aussi tous les logements renfermant des animaux. Donc, en fait, les box, les écuries doivent être aussi à ces mêmes distances. 35 mètres des sources d'eau et 5 mètres des routes. Alors, ce qui est interdit, c'est de laisser le fumier à l'abandon sans objectif de valorisation, comme on peut voir dans la photo, donc avec un abandon dans un champ, par exemple, ou même de jeter le fumier où que ce soit. Alors, deuxième cas, je valorise, ce n'est pas le deuxième cas, c'est on va dire que l'objectif, c'est quand même de favoriser la valorisation sur le site de l'exploitation, effectivement, quand on dispose évidemment de surface d'épandage, quand on dispose de surface, bien sûr. Donc, je valorise mon fumier sur mon exploitation. Donc, si jamais on composte le fumier, si la matière traitée est inférieure à 3 tonnes par jour, ce qui fait à peu près 1000 tonnes par an, il n'y a pas de réglementation particulière. Par contre, si c'est au-delà de 3 tonnes par jour, c'est le règlement des installations classées pour l'environnement qui est affecté. Et donc, avec une réglementation particulière, je n'irai pas dans les détails. En ce qui concerne les règles d'épandage, que ce soit du fumier brut ou du compost, donc, il va y avoir 2 réglementations en fonction de la zone. Si on est hors zone vulnérable, il y aura en fait, c'est le règlement sanitaire départemental qui va s'appliquer. Par contre, donc avec les mêmes règles de distance que le stockage finalement. Par contre, si on est en zone vulnérable, c'est-à-dire que la directive nitrate, elle classe les communes en zone vulnérable, c'est des ZV ou ZAR, zone d'action renforcée, avec des modalités particulières, donc des distances minimum qui peuvent être un peu réduites, une période d'interdiction, un plan d'épandage avec un cahier d'enregistrement obligatoire. Donc, en gros, il faut faire un plan de fumure et limité à 170 kg d'azote par an. Donc, ça peut s'affecter aux structures équines si elles sont en zone vulnérable. En tout cas, ce qui est interdit, donc c'est la partie orange, c'est de céder ou de vendre du compost ou même du lombricompost produit à la ferme ou du fumier à un autre utilisateur qu'une exploitation agricole. On va le voir tout à l'heure. Donc, si c'est cédé à une autre exploitation agricole, donc là, on verra un témoin tout à l'heure d'un viticulteur, donc il n'y a pas de problème. Par contre, la cession ou la vente à un particulier en vrac ou en sac n'est pas autorisée. Troisième cas, je cède mes effluents à une exploitation agricole. Donc, normalement, on déclare la cession du fumier à une autre exploitation agricole. Donc là, je vous ai montré, à droite, vous avez un bordereau de livraison. Donc, le fumier, qu'il soit brut ou composté, il garde le statut d'effluent. Et donc, c'est l'autre exploitation agricole qui va l'intégrer dans son plan d'épandage, voilà, s'il a besoin d'en faire un. Et c'est l'exploitation qui accueille le fumier qui doit respecter les mêmes règles, que ce soit le règlement sanitaire départemental ou éventuellement les règles des installations classées. Alors, un petit cas particulier, si je peux transférer mon fumier vers une exploitation en agriculture biologique, donc ça, c'est des questions qui sont souvent demandées. Oui, donc le fumier de cheval, composté ou non, il est utilisable en agriculture biologique, quel que soit le mode d'élevage
ou le type de litière utilisée. La litière n'a pas besoin d'être ni issue d'agriculture bio, ni être sans OGM. C'est des questions qui nous ont été posées en cours de programme, puisque donc il y a une nouvelle réglementation depuis janvier 2021 qui classifie en fait l'interdiction de certains effluents à ne pas être intégrés en agriculture biologique, et ils ont redéfini en fait les élevages dits intensifs, voilà, qui sont des élevages en fait hors sol, porc, poulet et porcin. Donc en fait, ce qui est interdit, par contre, oui, une pratique aussi qui est interdite, c'est il n'est pas autorisé d'utiliser du fumier ou de la litière souillée, même triée, pour être réutilisée en tant que litière pour d'autres animaux. Ça se fait, mais effectivement, c'est d'un point de vue sanitaire, en fait, ce n'est pas autorisé. Alors, quatrième cas, je cède mes effluents à un négociant puisque je n'ai pas de terre pour pouvoir réutiliser et valoriser mon fumier. Donc, le négociant intervient. Donc, l'exploitant, le négociant transportant le fumier, en fait, il est enregistré auprès de la DDPP, la direction départementale en charge de la protection des populations. En fait, ces activités sont contrôlées. Il devient responsable en fait de la matière qu'il va transporter. Ces véhicules peuvent être contrôlés, ils sont identifiés. Normalement, il va couvrir les conteneurs sont étanches et il couvre ces conteneurs pour le transport. Il a un document commercial lui permettant de montrer qu'il va transporter de la matière de l'exploitation vers un professionnel généralement. Donc voilà. Et en cas de maladie, d'apparition de maladie, bon, ça n'a pas été le cas là pour les cas de rénaux, mais on n'était pas sur une maladie réglementée, n'est-ce pas? Donc, il peut y avoir éventuellement une police particulière sanitaire qui empêcherait des transports d'effluents d'élevage, si le cas échéant. Alors, cinquièmement, je cède mes effluents à une plateforme de compostage industriel, par exemple. Donc, ça peut être via un négociant, transporteur. Donc là, l'usine ou l'établissement de compostage, elle est enregistrée et elle dispose d'un agrément pour recevoir un certain type de sous-produits animaux. Donc là, ça va être du fumier de cheval, par exemple, qui est catégorisé C2 dans la réglementation. Donc, ces usines, elles sont contrôlées. Et pareil, elles deviennent responsables du produit à tous les stades, que ce soit la réception, la manipulation, le transport, la mise en marché, la distribution. Donc, généralement, sur des plateformes de compostage industriel, les composts y répondent à des normes, voilà, qui n'empêchent pas d'enlever en fait de passer sur un statut produit. Donc le produit la matière reste sous le statut déchet, ça je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc il y a deux possibilités pour cette plateforme de compostage. Soit le produit est transformé, c'est-à-dire que l'usine dispose d'un réacteur qui va finalement réaliser une pasteurisation avec des paramètres qui sont contrôlés, c'est-à-dire une montée en température de 70 degrés pendant 1 heure. Et donc, il va pouvoir ensuite commercialiser ces produits en tant qu'engrais organique ou amendement partout en Europe. Par contre, si le produit n'est pas transformé, donc ça, c'est des mots qui sont dans la réglementation, c'est-à-dire que l'usine, elle est équipée d'un système qui permet une montée en température, mais du coup, vous voyez les températures là, que j'ai mis dans la partie bleu ciel, donc, mais ce n'est pas une pasteurisation, et du coup, le produit est dit non transformé, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être mis sur le marché, mais à destination des sols agricoles, et en tant qu'engrais organique quand même, mais sur le sol national uniquement.
Alors ensuite, sixième possibilité, je cède mes effluents à une unité de méthanisation. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder puisque vous allez avoir un exemple sur l'unité de méthanisation. Donc du coup, je passe sur cette partie-là. Je pense que mon collègue vous parlera plus en détail de la réglementation et des possibilités. Alors, septièmement, éventuellement, je peux céder les effluents à une usine d'incinération. Bon, ça sera dommage, hein. C'est vraiment dans le cas ultime sur lequel on ne peut pas faire autrement si on n'a pas d'autres solutions de valorisation, c'est en dernier ressort. Effectivement, le fumier peut être incinéré, mais pareil, l'incinérateur a l'agrément pour incinérer telle ou telle matière. Alors, huitième possibilité, c'est je souhaiterais valoriser mon fumier par la combustion pour produire de l'énergie. Pour l'instant, ça ne se fait pas, ou enfin, pour l'instant, on n'en connaît qu'un cas qui le fait actuellement en France, hein. Donc, pourtant, la réglementation européenne, hein, elle précise que le lisier d'élevage, dont fait partie le fumier, hein, de cheval, peut représenter une source de combustible à condition de respecter les exigences particulières, hein. Donc, l'installation, elle doit être agréée avec une certaine puissance à ne pas dépasser. Et puis, il doit y avoir des contrôles en ce qui concerne les émissions. Cependant, les réglementations se contredisent puisque l'Europe le permet, mais la réglementation française, c'est-à-dire le Code de l'environnement, l'interdit, puisqu'en fait, aujourd'hui, elle n'agrée que les installations de combustion qui vont finalement brûler des matières végétales, c'est-à-dire des chaudières à biomasse. Donc aujourd'hui, dans le cadre du programme Équifeumier que l'on suit aussi, il y a des essais d'expérimentation sur la combustion. Donc, on espère pouvoir vous donner les informations d'ici 1 ou 2 ans, et notamment si on peut faire évoluer la réglementation et sur la faisabilité de la combustion du fumier de cheval pour produire de l'énergie. Alors, ce qui est interdit aujourd'hui, hein, il n'est pas autorisé de brûler de fumier à l'air libre, hein, parce que ça, c'est des cas qu'on voit aussi, mais effectivement, ça, c'est interdit. Et aussi, il est interdit de sécher du crottin pour l'incinérer, par exemple, dans son poêle ou dans sa cheminée. Donc, il y a des démos YouTube comme ça qui passent en disant, il y a des gens qui ont des idées. Ouais, tiens, je vais sécher mon fumier, puis c'est super écologique, je vais le brûler dans ma cheminée. Ça, c'est totalement interdit. Alors, je vais résumer, finalement, c'est ma diapo de conclusion sur le statut du fumier de cheval. Donc, que ce soit le fumier, les crottins purs, la paille souillée, la litière triée de fumier, donc tout ça dans la réglementation européenne et nationale, c'est appelé lisier, comme tous les effluents d'élevage. Donc, elle doit respecter donc, les 3 réglementations qui se chevauchent, et ce n'est pas évident. Donc, c'est la réglementation sanitaire européenne qui, en fait, régit tous les sous-produits animaux dont dépend le fumier de cheval. Le règlement sanitaire départemental dont j'ai parlé tout à l'heure. La réglementation sur les fertilisants et la mise en marché des engrais et des amendements organiques. Et puis, les règles d'utilisation et de valorisation des déchets, la gestion de l'eau et les installations classées qui dépendent du Code de l'environnement. Donc, en fait, que ce soit du fumier brut, du lombricompost, du compost réalisé sur l'exploitation, du digestat de méthanisation issu de fumier de cheval ou autre matière d'ailleurs, ou un engrais, comme je vous ai dit tout à l'heure, non transformé dans une usine agréée, tout ça, ça regarde le statut déchet, c'est-à-dire de sous-produit animal, et finalement, l'utilisation est autorisée, mais uniquement avec un retour sur les sols agricoles et vers des exploitations agricoles ou vers des utilisateurs professionnels. Seul un engrais transformé, mis en marché au niveau national avec une pasteurisation, change de statut et devient produit.
c'est-à-dire matière transformée. Et là, finalement, ça devient un engrais qui peut être utilisé, il peut être commercialisé dans tous les commerces pour même les utilisateurs particuliers. Et du coup, on a une utilisation de fertilisation sur les sols ou hors sol. Donc voilà, là, je vous ai fait toute la liste des réglementations en référence si vous voulez vous y repencher. Et donc, en tout cas, je remercie la référente nationale des sous-produits animaux du ministère de l'Agriculture qui m'a aidé à réaliser ce diaporama, en tout cas. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, là, je vous ai remis tous les documents de Valfumier. Donc, on a un document de synthèse que vous pouvez, tout est en lien là sur le document que vous pourrez utiliser là. Donc, un document de synthèse. Dedans, il y a 2 posters de bonnes pratiques. Donc, produire du fumier propre, qui va être intéressant notamment pour les unités de méthanisation. Les facteurs de réussite du compost, des posters retour d'expérience, des vidéos, des webconférences qu'on a déjà faites, on en a déjà fait 3 sur la gestion du fumier de cheval, et puis des fiches techniques qui sont à dispo pour tous. Et donc, je vous remets les contacts de Valfumier, sachant que l'objectif, donc le programme actuel se finit, mais nous sommes en cours de recherche de financement pour la deuxième action de Valfumier sur 3 territoires nouveaux, donc Arc Méditerranée qui vous concerne, le Grand Est et Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vous ai remis les coordonnées. Voilà. Et ben, je passe la main au suivant. N'hésitez pas à poser des questions sur discussion en bas de votre écran. Et Pauline, le document de synthèse, je pourrais éventuellement le diffuser aussi auprès des participants avec le lien du replay et l'enquête de satisfaction. Oui, voilà, je vous l'avais mis en mail. C'est pour ça, j'en profite. Ok, tout à fait. Bah, écoutez, ça a l'air très clair. Merci Pauline. Ouais. C'est à mon tour, Jérôme? Allez, on passe la main du coup à Hugues Chabou, viticulteur à Brignoles, qui va nous présenter son témoignage de compostage et d'utilisation du fumier dans ses vignes. À vous. Oui, merci Jérôme. Bonsoir à tous. Donc voilà, Hugues Chabou, je suis viticulteur au domaine de Ramatuelle à Brignoles, donc dans le Var. Ça fait. Alors, justement, c'est intéressant de dire, non seulement je suis là pour partager mon expérience de compostage, mais pas seulement, mais je dirais plus largement d'utilisation du fumier de cheval. Ma première expérience avec le fumier de cheval, c'est il y a 10 ans. Voilà. Avant une plantation, donc une belle parcelle, plus de 2 hectares, j'ai reçu du fumier équin avant épandage, le temps que les voyages des camions se fassent, etc., et que je mobilise les moyens pour le mettre en place. Il s'est écoulé, on va dire, bien 6 mois. Cette première expérience m'a permis déjà de constater plusieurs choses. L'hétérogénéité de la matière première. Voilà. Alors, en fonction de la provenance, vous avez des fumiers très pailleux, des fumiers moins pailleux, vous avez du copeau de bois, vous avez beaucoup de litière, on a même du foin, etc. Donc, c'est la première chose, l'hétérogénéité. Deuxième élément, si vous ne faites rien sur un tas de fumier, il ne se passe pas grand-chose. La paille étant un isolant qu'on utilise même en construction. Donc, un coup de godet dans un tas de fumier qui a 5 mois en saison sèche, il ne s'est pas passé grand-chose. Et ensuite, c'est la difficulté d'épandage. Voilà. Je n'avais pas de moyens, je n'avais pas d'épandeur. J'ai eu mes voisins de la sécurité civile qui m'ont aidé avec des bulldozers. Et je dirais que les malheureux, au bout de 2 heures, ils avaient colmaté tous leurs radiateurs de leur machine, parce qu'on a beaucoup de particules en suspension, etc. Donc, première expérience, déjà, en peu de temps, voilà, j'avais saisi
trois enjeux, trois à résoudre. Donc, je vais vous passer le petit diapo qu'on a prévu pour résumer un petit peu, pour partager mon expérience d'utilisation du fumier de cheval. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, c'est bon. Ok, on passe en plein écran. Alors, pour moi, en tant que viticulteur, donc utilisateur final du fumier, je dirais que le principal avantage, c'est que c'est une source abondante et gratuite. Dans notre région, il y a beaucoup de centres équestres, d'élevage, etc. Donc, il y a cette problématique d'écouler le fumier. Donc, pour moi, en tant que viticulteur, ça fait une source abondante et gratuite de matière organique. Voilà. Donc, moi, mon interlocuteur, son métier, c'est il met des bennes à disposition dans les centres équestres, les haras, les hippodromes et autres élevages de bennes pour recueillir le fumier. Et lui, son travail, c'est de l'évacuer. Donc, il est bien content de trouver des agriculteurs, dont moi, pour assurer le maillon final. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, cette source abondante et gratuite, eh bien, elle est très hétérogène et ça constitue le principal écueil pour sa transformation, pour véritablement une vraie transformation et non pas un simple entrepôt et un simple épandage. Alors, je vous ai remis un petit schéma récapitulatif de ce que c'est qu'un compostage idéal. Ce qui est compliqué avec le fumier de cheval, je pense que c'est un des matériaux les plus compliqués à composter. D'une part, parce que les équidés, vous le savez, ils ont un rendement digestif qui n'est pas au top. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver dans leur déjection, sans parler de la paille, on a déjà énormément de cellulose. Donc, on va avoir un rapport entre le carbone et l'azote, on va dire, à la sortie du cheval qui est déjà en faveur du carbone. Et ensuite, on va avoir toutes les litières qui vont constituer encore des apports supplémentaires de carbone sous forme cellulosique. Alors, un compostage, pour moi, ce que ça veut dire sur mon exploitation, la première étape entre les élevages et mon exploitation, ça va être le recueil et le transport. Il y a trois principales phases là, dans le compostage. La première phase qui est très importante, c'est la montée en chaleur. Ce sont les bactéries qui vont agir. Cette première phase elle est importante parce qu'elle va permettre l'hygiénation du compost. Donc, la montée en chaleur qui permet de se débarrasser de tout ce qu'on ne veut pas, de tout ce qui va être résidu éventuellement de produits de traitement ou autres, de tout ce qu'on va pouvoir donner aux chevaux et autres. On va avoir une première diminution de volume. Alors, il nous faut de l'eau, de l'air. Deuxième phase, on va ce qu'on pourrait appeler la maturation du compost. Là, on va s'orienter vers la constitution d'un humus plus ou moins stable. Et il faut au minimum 3 semaines, mais ça peut s'étendre sur plusieurs mois. Alors, quand on essaie de composter du fumier équin, on a cette première difficulté, c'est que cette première phase, elle est déjà problématique. Ce que je vous disais, quand on a beaucoup de paille, c'est un matériau isolant. Donc, on va avoir besoin d'eau, c'est pas évident. La paille, vous pouvez prendre 60 mm de pluie, vous retournez un tas de fumier, vous allez voir que c'est mouillé sur 20 cm et que le cœur est toujours sec. Donc, il faut des outils et il faut de l'eau. Donc, ça, pour nous, en tant qu'agriculteurs, on
pas forcément les outils, pas forcément le temps. Et puis, si on a de l'eau, on ne la destine pas forcément à notre tas de fumier. Donc, c'est ce que je vous disais, voilà, l'humidification qui était nécessaire. Donc, ça, c'est très variable. Moi, j'ai constaté en fonction des dates d'apport. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de travailler un fumier qui va arriver en automne, puisque déjà, les bennes dans les élevages, ne serait-ce que pendant la période de collecte avec les pluies, j'ai un fumier qui arrive déjà bien mouillé. Pour vous donner un exemple, ce que j'ai reçu tout cet hiver, j'ai un tas sur ma plateforme, c'est sec, j'ai pris 30 mm de pluie, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Donc il faut de l'eau, de la chaleur, de l'eau et de l'air pour notre première montée en chaleur. Et moi, ce que j'ai comme outil disponible sur mon exploitation, c'est un tractopelle, avec les limites techniques que ça a. Alors là, la photo que vous avez devant vous, c'est un joli compost. Enfin, c'est en cours de maturation, qui a déjà fait sa montée en température et qui, on va dire, qui est en cours de maturation. Alors. Voilà. Alors, moi, j'ai utilisé donc très vite, j'ai vu les limites que j'avais techniques et sur la matière première pour arriver à avoir du compost. Donc, ce que j'ai fait assez rapidement, c'est que j'ai mélangé le fumier de cheval à des broyats verts, des broyats végétaux très fins, qui sont beaucoup plus denses, qui sont plus humides. Ça permet de faciliter la première phase, cette phase de montée en température. J'ai également testé le broyage du fumier avec un broyeur qui normalement est destiné aux déchets verts. Et on a fait l'équivalent de 80-100 mètres cubes. C'est très intéressant parce qu'on a une réduction de volume immédiate et vous avez une montée en température dans les 24 heures qui suivent qui est parfaite. Il faut avoir le matériel. Moi, je ne l'ai pas. On me l'avait prêté. C'est performant. C'est une bonne piste d'amélioration, en tout cas pour améliorer le compostage. Ensuite, sur les limites, alors bon, ça m'est arrivé quand même malgré tout quelquefois de réussir un joli compost avec du fumier équin. Sur son utilisation pour moi en tant qu'agriculteur à la parcelle, j'en ai mis pendant 6 ans sur une parcelle qui avait des carences en matière organique. L'enjeu pour moi, c'était augmenter le taux de matière organique. Je me suis rendu compte, après ces 6 années, après des analyses et une fouille pédologique, que tout ce que j'avais mis, finalement, avait été minéralisé. Donc, mon objectif qui était d'atteindre une augmentation de la matière organique n'avait pas été atteint. Et tout était parti forme d'azote. Donc, finalement, j'avais apporté un engrais, ce qui contredit ce qu'on entend souvent, que le compost n'est pas un engrais, mais en gros, si vous voulez, toute la matière organique issue du fumier s'était transformée en azote. Quand on voit le temps qu'on passe à composter et à épandre, donc le temps d'épandage, le temps de travailler en tracteur, c'est du temps, mais c'est aussi du gasoil. Si on raisonne en bilan humain, en bilan économique ou en bilan carbone, si j'avais acheté un bon engrais, un bon vendeur d'engrais, j'aurais été gagnant dans tous les cas. Donc du coup, ça m'a fait revoir mon utilisation du fumier. Et aujourd'hui, je l'utilise plutôt en apport automnal. C'est-à-dire toujours en mélangeant avec du broyat vert. J'ai du fumier qui est déjà humide. Il a sa montée en température rapide. Et donc, on a un compost frais, non mûr, qu'on va apporter sur nos parcelles à une période où la terre est froide,
les plus fraîches, donc de l'automne à l'hiver. Et donc, au lieu de favoriser la minéralisation, on va favoriser l'humification. Et cette humification, elle va avoir lieu en place. C'est ce qui est pour moi le plus intéressant d'un point de vue agronomique. Alors, pour recoller à ma diapo, par rapport à toutes ces difficultés du compostage du fumier équin, parmi les pistes d'amélioration des pratiques, bon, il y avait le mélange des broyats végétaux, le broyage du fumier. Et il y a aussi une technique qui peut être intéressante quand on n'a pas le temps de travailler ces engrais, donc de les aérer et de les arroser, c'est de semer carrément ces andins de fumier à l'automne, avant les pluies, avec par exemple des moutardes ou des radis. L'intérêt, c'est quoi? Les crucifères comme les moutardes, on va récupérer l'azote qu'on a présent dans le fumier, qui sinon va s'évaporer ou partir avec les pluies. Et les radis, ils vont nous assurer, on a des gros pivots qui vont traverser nos andins, favoriser la descente de l'humidité. Et donc finalement, et puis en plus, on a un couvert. Les andins de fumier, ils sont couverts. C'est vert, il n'y a pas de mouche, les voisins sont contents. Vous gardez votre humidité et je dirais ça travaille tout seul. Donc ça, c'est une des pistes que j'ai pu explorer, que je trouvais intéressante pour pallier aux défis un peu techniques du travail du fumier équin. Alors là, pour revenir à ma diapo suivante, voilà. Donc moi, je l'utilise plutôt, mon utilisation préférée, on va dire. Ce que je vous disais précédemment, c'est plutôt des apports automnaux, parce que l'automne, il fait froid et humide. Les champignons travaillent plus que les bactéries. Et ça me permet de garder mon carbone et de faire de l'humus stable et surtout in situ, donc qui va se lier plus facilement avec mon sol. Le but à terme pour moi étant d'augmenter le taux de matière organique dans mes sols et de piéger du carbone. Et puis alors dernièrement, je vous ai mis les dernières diapos, c'est une utilisation un petit peu inédite. Donc là, vous bénéficiez d'un scoop. Donc on a eu un hiver très sec. Je pense que tout le monde manque d'eau, je ne suis pas le seul. Donc tout le fumier que j'ai reçu depuis Noël, ce que je vous dis, j'avais un énorme tas absolument inerte. Donc c'était plus de la paille que du fumier. Et je m'en suis servi ces derniers jours. À l'approche de l'épisode de gel là, qui a dévasté la France, j'ai tenté une expérience, j'ai paillé un jeune plantier. Et donc, c'est les opérations que vous voyez sur les diapos. Et écoutez, je peux vous le dire, c'est un scoop. Là où il n'y avait pas de fumier, il a fait moins 9,5. Et sous la paille, là, au pied des vignes, il faisait 3 degrés. Donc, grâce au fumier de cheval, j'ai stoppé mes 2 hectares de plantier. Voilà, c'est une utilisation un petit peu originale. Un petit peu inédite pour moi, mais qui présente un intérêt et je pense qu'il peut être développé. Alors, j'essaie de vous retrouver. Mais... En haut, tu dois pouvoir arrêter le partage d'écran. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Est-ce qu'on a des questions? Vous pouvez les poser via le chat. Ouais. Mais
juste pour reprendre, voilà, le fumier de cheval, ça reste quand même, pour moi, hein, en tant qu'agriculteur, qui n'est pas du matériel spécifique. Je n'ai pas de retourneur d'andin, je n'ai pas de source d'eau à volonté. C'est quand même technique, ce n'est pas évident de bien le réussir. Et du coup, pour moi, la meilleure utilisation, c'est de le mélanger à du broyat vert. Et de privilégier des apports d'automne. Alors, on a une question. Est-ce qu'on peut développer un peu l'aspect protection des vignobles contre le gel? Alors, bien volontiers. Donc, moi, l'expérience que j'ai tentée sur 2 hectares, en fait, j'ai couvert en épandant mon fumier très pailleux, hein, qui ne s'était pas décomposé, avec mon épandeur vigneron. J'ai épandu au pied des vignes, donc au pied des vignes qu'en plus j'avais plantées il y a seulement 10 jours, qui avaient démarré. On a rassemblé la paille au pied de la vigne et on a eu une protection efficace. Donc c'est valable sur des vignes qui sont pas encore établies, bien entendu, pour pouvoir les couvrir complètement. Très bien. Et alors, oui, pardon, une chose sur laquelle je n'ai pas parlé, là, au-delà de l'aspect fertilisation et augmentation de l'humus et de la matière organique dans les sols, moi, ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, l'utilisation massive de compost équin, même si je n'ai pas augmenté ma matière organique dans les sols, ça m'a permis, en tout cas dans un premier temps, de restaurer une activité biologique, voilà, de stimuler. Je pense que c'est idéal parce qu'on a tous ces fragments de paille, donc c'est des grosses surfaces des champs, c'est des supports sur lesquels les bactéries dans un premier temps et les champignons viennent très facilement, beaucoup plus facilement que sur des broyats verts ou des produits plus ligneux ou des produits plus azotés comme du fumier bovin ou encore pire de la fiente de poule. Et donc, je pense que c'est très intéressant d'utiliser le fumier équin pour remettre de la vie dans les sols comme primo-intervention avant d'aller au-delà avec des couverts végétaux. Et je pense que pour moi, c'est un des principaux atouts du fumier de cheval. Alors, on a un commentaire. Je pense que l'apport de déchets verts aide à structurer un andin et semble être efficace pour un fumier sur copeaux. Alors, je ne sais pas si tu as une expérience. Ouais. Oui et non. Un fumier sur copeaux, le problème du fumier sur copeaux, c'est que justement, le copeau, c'est de la lignine déjà, à la différence de la paille qui est de la cellulose. Donc, amener du déchet vert, on ramène de la lignine. En tout cas, d'un point de vue purement mécanique, c'est sûr que du déchet vert, c'est broyé très fin. On a une plus grosse densité, on va garder l'humidité. Ça reste super intéressant de le mélanger un fumier de cheval. On va gagner en densité, on va gagner en humidité. Et ça, c'est sûr que un broyat vert, vous prenez des végétaux broyés frais, vous avez une montée en température dans les 24-48 heures. Vous démoulez une benne de fumier, elle peut rester pendant 6 mois sans qu'il ne se passe rien. Parce que ça foisonne, parce qu'on n'aura pas les conditions, Et je trouve que l'association des deux est très bien, parce qu'on a la cellulose de la paille, on va avoir l'azote du crottin, qui va nous stimuler les bactéries au début, et on va avoir quelque chose de plus ligneux avec le broyat vert. Et à mon avis, il y a une bonne synergie entre les composés et quelque chose de plus la texture même du broyat. Super.
Merci pour ce témoignage. On va laisser la parole à Gérard Chaubeau et Sébastien Guérini. Une dernière question, rapido. Avez-vous quantifié votre augmentation de l'activité biologique? Alors ça, c'est une très bonne question. On n'a pas d'indicateur, hein. Je pense que ce serait super d'avoir une méthode de diagnostic, d'évaluation de l'activité biologique. Je dirais aussi, même par rapport à l'utilisation du fumier en tant que tel, moi, ça fait quoi? Ça fait 15 ans que je fais tout ce que je peux pour aller on va dire, dans le bon sens. Donc, utilisation de fumier, de compost, de broyat à verre, de couverts végétaux, de semis, etc. Et voilà, on a très peu d'outils pour arriver à évaluer nos pratiques et l'impact. Donc, je dirais que le meilleur diagnostic, pour moi, c'est la diversité florale, puisqu'on va avoir de spontané, de regarder un peu la flore bio-indicatrice. J'ai des taupes. Voilà. Je ne pensais pas qu'il y en avait dans le Var. Il y a 15 ans, je n'en avais jamais vu. Ça fait 3 ans que j'en vois. Des lombrics, là où je n'en voyais pas. C'est purement empirique, c'est difficilement quantifiable, mais je dirais que bon, c'est des indices suffisants pour se dire qu'on n'a pas fait de bêtises. En tout cas. Merci. Bien, bonjour, je prends la parole suite à votre intervention qui, justement, pour une entrée en matière, va très bien, puisque les problèmes que vous avez fait remonter sur l'utilisation du fumier de façon brute, voilà, même si après il est décomposté de façon statique, mais effectivement, vous avez fait remonter les quelques problèmes que permet de solutionner, de lombricomposter le fumier avant justement son utilisation. Alors déjà, donc l'introduction était tout à fait bien amenée. Moi, pour ma part, je me suis intéressé à lombricomposter le fumier puisqu'on avait créé avec ma femme un site avec 30 chevaux. Donc, effectivement, on arrivait à 300-400 mètres cubes par an de fumier. Il fallait trouver une solution. Bon, après, effectivement, j'avais aussi regardé la méthanisation, mais vu la taille de l'exploitation, la solution qui a porté ses fruits, ça a été de se lancer dans le lombricompostage. Donc, d'élever des nurseries et d'installer, donc ça demandait peu de manipulation, d'installer le compost, le fumier, après qu'il ait passé son coup de feu des premières semaines, l'installer en andin et faire travailler sur des andins de 1 mètre, 1,20 m de hauteur maximum. Donc là, bien sûr, y intégrer les lombrics, mais pas seulement les lombrics, parce que les lombrics, ils ont les lauriers, hein, c'est eux qui valorisent on parle après de lombricompostage, mais ils n'arrivent qu'en bout de chaîne. Il y a les cloportes, toute la microfaune. Et j'insiste sur ça, puisque quand on va vendre en grande quantité du lombricompost, et pour les viticulteurs, justement, c'était ma plus grande débouchée du lombricompost, pas complètement terminé, ou plutôt mélangé encore avec du fumier, puisqu'en viticulture, il y avait ce besoin d'amener aussi beaucoup de faune dans les vignes, où il y a un manque. Donc, vous avez dit, vous avez retrouvé du lombric, mais aussi toute la petite microfaune qui va pouvoir rester en surface et valoriser et la pérennité de valoriser ce que vous pouvez planter dans les vignes et donc les petits déchets, les déchets broyés, l'ensemble. Alors, pour cela, il fallait élever des nurseries. Donc, pourquoi le mot différent par rapport aux andins, où là, c'était dans une nurserie
tout était mis en faveur de l'élevage pour avoir tous les 3 mois à peu près, je doublais le nombre de vers dans les nurseries. Nurseries, c'était juste, il faut leur mettre un bon mélange de fumier et pas avec de la paille. Hein. Il faut bien qu'il y ait ce bon mélange de matière azotée, matière carbonée, avec à peu près un 40-60 pour une répartition que l'on ne pèse pas, hein, que l'on fait comme ça à l'estimation. Mais si effectivement on est trop en matière carbonée, il ne se passe, comme vous avez dit, il ne se passe rien. Alors qu'en respectant ce bon mélange, en 3 mois, des tas d'andins vont être réduits. Voilà. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, il est bien plus pratique de recharger par-dessus, sans jamais excéder une trop grande hauteur, sinon il y a un manque d'oxygène. Et les vers ne vont pas pouvoir travailler, sachant qu'ils ne travaillent pas non plus sur la pellicule de surface. Ils n'aiment pas leur premier prédateur étant les oiseaux, ils n'aiment pas aller jusqu'en surface. J'avais fait des tests en mettant des filets. Effectivement, on fait travailler les andins sur la totalité, même la surface, mais c'est un autre désavantage. On était dans la vallée du Rhône et la gestion des bâches qui battent sur un centre équestre, c'était encore plus un problème que de finalement laisser le temps, recharger par-dessus, sans jamais trop excéder la hauteur pour ne pas asphyxier l'ensemble. Et le côté eau, bien sûr. Alors, la plupart de l'année, dans le Vaucluse, l'eau nous était suffisante. L'eau de pluie, l'humidité, mais bien sûr qu'il fallait, j'avais un tout simple tuyau percé pour que les andins on maintienne quand même une humidité. Les vers en ont besoin, c'est leur façon de prendre de l'oxygène que d'être dans un milieu humide. Surtout pas noyé, mais un simple tuyau percé pour tenir une humidité dans l'andin. Voilà, donc ce procédé très simple, que en fait, pendant 10 ans, autant au début, je suis parti sur un petit peu de façon théorique de le faire, puis en essayant d'y mettre le moins en moins de main-d'œuvre, de manutention. Voilà. Donc, c'est en ça où la relève du compost ne se faisait qu'une fois par an, puisqu'en fait, je rechargeais les andins qui diminuaient au fur et à mesure. Et ce qui permet de commercialiser un très très bon fertilisant. Et comme vous le précisiez, bon, il y a cette façon, soit c'est des maraîchers, ils vont l'utiliser purement en compost quand il est bien affiné, terminé. Mais pour la viticulture, qui est finalement, en termes de surface, la plus grosse débouchée de la lombriculture, pour la viticulture, il vaut mieux remélanger du compost avec du fumier en cours de travail, puisque le gain est d'avoir dans les vignes de cette faune, le maximum. Un petit peu de paille, ce n'est pas négatif non plus pour tenir l'humidité. Vous avez parlé aussi de cette façon, pourquoi pas protéger du gel, mais déjà pour avoir sur une fine couche, retenir un peu plus l'humidité et l'apport en matière organique, enfin l'apport d'angue par le compost. Voilà. Donc j'étais sur des mélanges à 30% de compost, le restant étant du fumier au travail. Et ça permettait de couvrir des grandes surfaces. Ce n'est pas la même problématique que de livrer du compost à des maraîchers sur des petites superficies. Le retour sur cette expérience-là sur pratiquement 10 ans, plus de problématiques de stockage de fumier par rapport à la première intervenante, Madame Douget, c'est que ça nous exonère d'avoir une fumière qui est quand même c'est coûteux à mettre en place, alors que là, le tas de fumier, ce n'est qu'un tas de matières premières pour l'élevage de lombric.
à moins que c'est changé récemment, mais c'était la réglementation en vigueur. Donc, ça permettait de faire l'impasse d'une fumière, puisque le fumier ne restait pas très très longtemps. Une fois qu'il a passé un mois, il va sur les andins. Avec quand même, oui, bien sûr, le même respect au niveau réglementaire concernant l'éloignement des habitations, des cours d'eau. Enfin, c'est la même réglementation. Donc, une facilité. Une maintenance très légère, sortie de rajouter du fumier qui a passé son coup de feu sur les andins, avec juste cette vigilance à ne pas ne pas faire des tas trop hauts. Le lombric, il descend à peu près 50-60 cm. Donc voilà, pour la périphérie, il ne faut pas avoir un tas trop haut. C'est la première raison des centres de compostage que j'ai pu mettre en place, puisque après avoir solutionné mon problème du fumier, à le valoriser, j'ai pu mettre en place des centres de compostage chez d'autres personnes. Voilà, je préférais, pour me développer, installer des centres de compostage. J'en ai installé dans la région PACA à peu près une dizaine, plutôt que de récupérer du fumier pour, moi, faire un centre de compostage plus gros. Il vaut mieux transporter du compost où on a perdu 4 fois du volume, plutôt que de transporter du fumier pour faire un énorme centre de compostage. Et puis surtout, ça disséminer la solution qui est tout à fait gérable dès qu'un particulier, même un gros particulier qui a 4 à 5 chevaux, il peut faire son compost. Voilà. C'est déjà intéressant. Et après, pour des plus grosses structures, je pense à certaines écuries de course où là, il y avait un très grand nombre, l'avantage, c'est plutôt de morceler des plateformes de compostage, puisque quand les risques, c'est de perdre une plateforme de compostage. Si c'est morcelé, on en perd une et pas les autres. Et les risques pour perdre, c'est d'avoir des pesticides, pourquoi pas, hein, de recevoir du fumier. Quand c'est son propre fumier, cette chose ne peut pas arriver, puisque ça, on le gère, on le contrôle. Quand on installe des centres de compostage ailleurs, effectivement, c'est une raison de perte. Alors ça, le lombric ne tiendra pas bien longtemps avec des pesticides. La remarque, puisque à chaque fois on me l'a demandé, est-ce que les vermifuges pour les chevaux vont être nocifs pour les lombrics? Pas du tout, puisque les vers des chevaux sont des vers qui vivent sans oxygène, anaérobique, alors que le lombric, au contraire, a besoin d'oxygène qu'il trouve par l'humidité du tas de compost. Donc, on n'est pas du tout sur le même poison qu'il y a dans les vermifuges pour les chevaux. Donc, aucun souci à faire une plateforme de compostage avec des chevaux vermifugés. Donc là, mon rôle, c'est surtout de témoigner des problèmes que j'ai pu avoir sur 10 ans. Maintenant, le bâton est passé à Sébastien, qui va vous faire un témoignage après. C'est lui qui continue l'exploitation. Les sources principales d'échecs, c'est-à-dire d'échecs, la plateforme de compostage, les vers meurent, c'est la sécheresse, plus que le gel. La sécheresse, effectivement, les vers disparaissent complètement et il suffit d'en réinjecter, ce n'est pas non plus dramatique, alors que le gel, ils survivent très très bien à des températures, la région PACA, même si on connaît le moins 10, il ne dure pas très très longtemps. Il y avait quelques années, je crois que c'était en 2012, je ne sais plus, en 2015, on avait passé 2 semaines en plein hiver avec du moins 10. Effectivement, les vers
avait gelé, une partie des verres avait gelé, mais dès les beaux jours, à la fin février, c'était reparti de plus belle. Donc, voilà, il y a une résistance au froid plus importante et les risques, c'est un manque d'eau. Un manque d'eau dans nos régions dont on peut se souvenir très facilement avec un simple tuyau percé ou, avec les deux même, de mettre des bâches. Voilà, des bâches qui vont diminuer l'évaporation. Avec la problématique des bâches sur un centre équestre qui n'est pas évidente. Même si on y met si on essaye de le caler en chargeant les rebords, on est dans un pays de Mistral et la solution n'est pas... moi, je l'avais abandonné. Donc, donc j'avais un support que je peux vous passer aussi. Le voici qui retraitait... voilà, là, je pense que vous devez le voir. Non, pour le moment, il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. Alors, peut-être je vais vous laisser la main. Pourquoi il n'apparaît pas, là? Sinon, on va pouvoir... le voilà. C'est lui, là, oui. Partager. Oui, bon. Ce document, donc, vous allez pouvoir retrouver, parce que je pense que vous allez le mettre en... Je pourrais le diffuser à l'issue, hein, si vous voulez. Voilà, Vous pouvez le voilà. diffuser Donc, aussi. je ne vais pas reprendre pour le relire, hein, c'est à peu près tout ce que j'ai dit, avec un côté réglementation quand même, un truc dont je n'ai pas entendu parler à la première intervention. Effectivement, dès qu'on produit du compost, on est tenu, par rapport au tonnage que l'on produit, de faire au minimum une analyse par an, une analyse dans un laboratoire, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai utilisé le laboratoire de La Rochelle, où on fait analyser le compost pour qu'il soit conforme à une norme qui finit par 51 de mémoire, mais des normes, il y en a toujours. Et voilà, il faut qu'il soit conforme à une norme pour être vendu en tant que compost, lombricompost. Autre débouché de cette solution de faire du lombricompost, c'est de faire du thé. Voilà, le thé, alors là, c'est à usage beaucoup plus petit, puisque tout à l'heure, je parlais l'usage principal pour valoriser le déchet, c'était la viticulture dans notre région, en PACA. Après, l'autre produit, c'est de faire du thé, qui est une dissolution du lombricompost, et d'en faire et après commercialisé sous forme de bonbonnes et intégré dans l'eau d'arrosage. Donc, il y avait pas mal de demandes là-dessus. Ça fait un produit très riche qui allait satisfaire surtout les maraîchers et les gens qui faisaient des fleurs. Voilà, donc seconde débouché, mais puisque l'objectif dans un centre équestre, c'est de se débarrasser de façon utile du fumier, le plus gros, voilà, ça n'empêche pas que même si c'est interdit, mais le petit particulier peut être intéressé pour ses fleurs, mais ça ne fera pas, c'est pas ça qui va faire écouler l'ensemble, c'est effectivement l'épandage auprès de viticulteurs, qu'ils soient bien sûr en bio, en biodynamie. Enfin, il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Donc, aucune raison de ne pas valoriser cette matière. Ce serait trop dommage de le voir partir dans les autres solutions que sont l'incinération. Bon, après, voilà, d'autres solutions dont on va parler, quand on a peut-être un peu plus de volume, ça va être... je suis intéressé aussi de voir à partir de quel volume c'est intéressant. Mais pour 30 chevaux, donc un centre équestre jusqu'à 30, 60 chevaux, le lombricompostage répond très bien à cette demande de le valoriser. Et mine de rien, puisqu'il faut on parle de valoriser, donner une échelle de ce que l'on peut récupérer, on récupère par la valorisation du fumier à peu près la charge en paille et une partie de fourrage. Voilà, ce qui n'est pas négligeable dans un fonctionnement de centre équestre. Voilà, s'il y a des questions.
Alors, il y avait une question. Est-ce que vous diriez que chaque structure équine devrait recourir au lombricompostage afin de recycler systématiquement le fumier? Déjà, doit se préoccuper de valoriser son fumier. Après, comme je vous ai déjà dit, il y a un problème de taille. Peut-être qu'une exploitation de 120 chevaux, enfin, plutôt sur les centres de course ou autres, ils vont pouvoir se tourner vers peut-être la mécanisation, enfin d'autres solutions. Un centre équestre, même un gros particulier qui existe, ou des toutes petites écuries de 10 chevaux, bien sûr. Alors là, bien sûr, ça marche très bien. La trentaine, sans être, on n'est pas dans des tailles industrielles, mais il faut quand même, il y a 400 mètres cubes de fumier à prendre en compte. Donc, la solution, c'est pas à moi de vous dire qu'il faut aller vers cette solution-là, mais c'est une solution facile à mettre en œuvre et dont les risques sont les risques donc de... Sinon, si tout marche bien, s'il y a assez d'humidité, il n'y a aucun risque. D'année sur année, ce sont les mêmes vers qui vont travailler, ou plutôt ils vont se renouveler, donc on n'a pas d'apport particulier à faire, et les risques sont mineurs quand il faut remettre des nurseries au travail. Et moi, j'avais préféré disséminer des solutions de lombricompostage sur des petites unités plutôt que de vouloir fédérer et de récupérer, faire circuler des camions. Voilà, quand on transporte le compost, on transporte 4 fois moins. Alors, il y a 3 petites questions. La surface nécessaire donc pour une écurie de 30 chevaux, le coût de démarrage et le temps passé. Et après, on passera à témoignage de Sébastien. Ok, donc pour 30 chevaux, donc tout dépend bien sûr, au début, chaque fois, je leur faisais préciser quel est le passif. Est-ce qu'il y a un tas énorme à récupérer? Donc, à ce moment-là, ça va s'égrener dans le temps. Mais des andins de 60 mètres, j'en avais 2. Avec 2 andins de 60 mètres et un tas de fumier qui est celui qu'on apporte au jour le jour, et c'est celui qui subit le coup de feu des premières semaines. Alors, ce qui nous donne au concret, il faut quand même qu'il y ait de l'espace entre les andins. Voilà, une longueur de 60 mètres avec un andin quand il fait, enfin, il faut pouvoir travailler, donc il faut pouvoir passer, on va dire, 3 mètres minimum entre chaque andin. Voilà, ça vous donne à peu près la surface, 60 mètres de long par 12 mètres de large. Donc, une surface très réduite, puisqu'après, comme on ralimente, plutôt que de le laisser et de venir récolter une fois que le compostage est terminé, moi, j'avais pris la solution de rajouter par-dessus. Comme ça, on restait à peu près sur le même espace. Et qu'une fois par an, de venir nettoyer l'ensemble. Beaucoup plus facile, puisque sur un andin, je vous ai dit qu'on ne récupérait qu'un quart. Sur un andin de 1,20 m de haut, on va ne récupérer qu'à peine 20 cm de compost. Même si on travaille avec un godet, c'est quand même de la manipulation, c'est du temps à y passer. Il vaut mieux recharger par-dessus. Et quand on a pratiquement 1 mètre de compost, voilà, beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu en termes d'espace. Bon, après, à vous de calculer, mais à peu près, c'est ça, quoi. Et puis, chacun le dispose en fonction de son point d'eau, qui est important, et de sa facilité pour tourner autour. Merci. On va donner la parole à Sébastien Guérini. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Je rectifie, moi c'est Sébastien Deschamps, hein. C'est Mini Guérini m'accompagne. C'est pas grave, hein. Il n'y a pas de problème. Oui, donc j'ai pris la suite de Gérard, plus ou moins.
En tout cas, on n'a plus la suite des écuries, ça c'est sûr. Après, l'ombricompostage, d'ailleurs, bonsoir Gérard. Le lombricompostage, je le fais de manière un peu en expérience pour moi-même. Parce que on a eu beaucoup de boulot depuis 2 ans et que voilà, j'ai pas eu le temps d'y passer énormément de temps. Ce que j'ai pu moi en ressortir, effectivement, c'est que je reviens sur le problème du fumier de cheval qui est quand même très dur à humidifier une fois qu'il a séché. Pour le rattraper, c'est assez compliqué. Maintenant, en commençant les andins en bonne période, ça se fait bien. Donc sur mon expérience, je sais pas, je vais partager directement le diapo en fait que j'ai là. Alors c'est celui-là. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Donc on est toujours sur une exploitation. Alors depuis 2 ans, on a oscillé entre 25 et 30 chevaux. On est sur des paddocks prairies. Voilà, tous les paddocks sont ouverts sur des prairies. Donc selon les périodes, on a plus ou moins de fumier à récupérer. Mais en moyenne, depuis 2 ans, on fait 200 mètres cubes de fumier par an. Et très peu pailleux puisque nous avons très peu de chevaux en box sur paille. Nous, avant de montrer ça, le fumier, la quasi-totalité part pour un vignoble. Donc, je n'ai pas vraiment la nécessité à tout composter, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, je le fais, on va dire que c'est pour nous, voilà, réellement, puisqu'on a des prairies à redynamiser et on a un projet de reforestation du lieu aussi, donc on aura besoin de cet apport d'une manière comme d'une autre. Donc voilà, à peu près ce que Gérard a expliqué avant, hein, donc on procède comme ça avec des andins. Alors pour la montée en température, j'ai fait plusieurs tests parce que encore une fois manque de temps, donc parfois j'allais jeter mes vers en cata dans les andins. Les vers se placent là où fait le moins chaud. Et vont attendre la fin de montée avant de vraiment se disperser, la plupart du temps. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé. Maintenant, je pense que ça doit les ralentir quelque peu dans leur développement, mais ça marche. Donc, le seul réel problème étant d'arroser, surtout quand on a eu là aussi peu d'eau. La première année, j'ai dû le commencer un peu plus tôt et effectivement, j'ai pas arrosé du tout de tout le compostage et ça a très bien marché. Par contre, l'année d'après, j'ai fait 2 erreurs. J'ai fait des andins trop gros et le fumier était beaucoup trop sec. Alors là, ça a été fini, impossible d'arroser en profondeur, donc les vers n'ont pas aimé du tout. C'est les seuls soucis que j'ai rencontrés. Et la première année, ça a très très bien fonctionné, puisque j'ai eu un beau compost bien noir et bien nourri. Voilà pour le matériel. Donc ça c'est une des nurseries que je mets en place. Par contre, je cultive beaucoup les nurseries. Premièrement parce que nous avons des toilettes sèches, donc ça fonctionne aussi pour composter des toilettes sèches. Ça marche même plutôt bien. Ça permet aussi si jamais j'ai des vers qui sont morts dans mes andins, moi je peux
très facilement aller en remettre. Ça sert toujours. Donc toujours pareil, je surveille quand même l'humidité. Donc là, je fais des nurseries avec des bâches pour essayer de garder un maximum d'humidité dedans. Et après, ben voilà, oui, j'ai un chargeur pour recharger les andins. Voilà, rien de plus. Donc voilà, les différentes étapes que Gérard en a très bien parlé aussi. Donc constitution des andins. Donc point d'attention toujours l'humidité. Donc oui, les bâches, on évite aussi nous aussi de se rajouter des soucis avec les chauds, surtout quand il y a du Mistral comme aujourd'hui là. Voilà, on aime bien dormir tranquille. Et bien entendu la gestion des vers. Donc, mais bon, comme je fais beaucoup de nurseries, moi, si les vers disparaissent des andins, j'ai pas ce souci-là. Et voilà. Alors, on m'a demandé le prix de vente. Donc, apparemment, c'est interdit. Bon, après, moi, j'avais mis un prix. J'en ai pas vendu réellement parce qu'on n'a pas fait on n'a pas commercialisé. On s'en sert pour nous, en fait. Donc, ça n'a pas été le cas. Je me suis un peu renseigné sur le prix du compost. Il n'y a pas vraiment c'est pas très codifié. Hein. Je peux pas dire que le compost coûte tel prix parce que je pense que ça dépend beaucoup de la façon de faire, si c'est un peu plus industriel, si c'est avec des installations, avec des hangars, etc. Je pense que les personnes peuvent varier énormément sur les prix. Donc encore une fois, autant s'en servir pour soi ou alors trouver avec les paysans du coin, les voisins qui en ont vraiment besoin. Moi, sur mon retour là depuis 2 ans, sur le lombricompost, j'y passe pas assez de temps. Ça demande quand même de la manute. Ça donne un bon produit, mais si on ne peut pas écouler, je préfère vendre directement mon fumier à des vignobles ou autres qu'aller vraiment composter du volume, parce qu'après derrière voilà, c'est tout autant de travail, de commercialisation, etc. Et honnêtement, moi, là, à l'heure actuelle, je me vois pas faire ça en plus de mon travail. Voilà. Mais sinon, bien sûr que c'est une solution plus qu'honorable de devoir composter et par les lombrics son fumier. Voilà. Très bien, merci. Juste sur les prix, là, sur la fiche de la Chambre d'agriculture, Oui. donc à l'époque, c'était 2011-2012, c'était entre 150 et 250 euros la tonne. Alors, c'était un prix à la tonne, pas au mètre cube. Voilà, et donc c'est pas interdit, hein. On peut le commercialiser du moment qu'on le commercialise à des agriculteurs. Voilà. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y avait une question sur le temps, peut-être? Oui, le temps passé et le coût de démarrage. Le coût de démarrage, c'est le coût de la nurserie. Alors, je sais pas trop. C'est surtout ça, c'est d'avoir les vers au départ. Je sais pas trop combien ça se vend, puisque moi, je les ai du coup récupérés de Gérard. La première nurserie était là sur place. Donc, je pense pas que ce soit extrêmement élevé de commencer réellement du lombricompostage.
Peut-être que Gérard peut répondre sur la question. Oui, j'ai remis le micro. Effectivement, c'est quand même cher d'aller acheter des verres. Ça se vend assez cher, je n'ai plus le prix. Moi, j'avais démarré de façon… D'abord, c'était pour apprendre. Je ne travaillais que sur des nurseries. Et donc, j'avais fait 2 nurseries différentes. Puis après, il n'en est resté qu'une. Voilà. Où le seul but était d'apprendre cet élevage de verre. Et une fois que la machine est en marche, effectivement, comme on a parlé Sébastien, on a suffisamment de raisons d'avoir des nurseries. Donc, si on en perd, ce n'est pas grave. Et la première fois, ce n'est pas tellement un coût, c'était plutôt le temps. Une nurserie, ça se double en 3 mois, on double la population. Donc, si on n'en achète que 50 kilos, je crois que c'était ça que j'avais acheté au tout début, donc ce qui fait, ça paraît ridicule pour faire 2 antennes de 60 mètres de long, mais en quelques mois, et c'était aussi le temps d'apprendre cette chose, ça s'était multiplié très très bien. Et il y a ce paramètre temps. Par contre, il n'y a pas, donc si on y fait attention, en dehors des pesticides et de la sécheresse, il n'y a pas grand-chose qui pourrait détruire des nurseries. Voilà. Et donc, côté prix, juste pour un petit détail, bon, on parlait du prix du compost, mais surtout pour des très grandes quantités, donc on a un viticulteur avec nous, je crois que le plus intéressant, c'est le mélange. Voilà. Le mélange d'un fumier qui est au travail où il y a déjà pas mal de faune, que ce soit les champignons d'arbre, les cloportes, toute cette microfaune très utile qui est apportée avec ce mélange. Le compost, lui, étant là pour être apporté d'un côté nutritif directement assimilable et plutôt pour l'avenir de ramener une faune de surface. Et ça, oui, donc là on parlait de tonnes, oui, ça était dans ces prix-là. Mais qui était évalué, moi j'évaluais ça au mètre cube, sinon on n'en sortait pas avec est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il ne pleut pas. Donc à la tonne, c'était beaucoup trop compliqué. Ok, merci. Bon, on a pris un peu de retard. On va passer la main au dernier témoignage. Benoît Giraud, si vous êtes là. Oui, je suis là. Merci. Là, je vais vous partager tout de suite notre écran. Donc, ça va être un témoignage en 2 temps. On va essayer de faire aussi vite que possible. Mais donc, d'abord sur le projet. Et ensuite, je passerai la main à Quentin Froment qui est avec nous aussi pour parler un peu plus globalement de la méthanisation. Je vous donne un premier témoignage de comment s'est monté ce projet. Hop, hop, hop. Il est là. Voilà. Normalement, vous devez voir mon écran, j'espère. Oui, tout va bien. Parfait. C'est juste que moi, je ne le vois plus parce que je… Hop, attendez. Voilà. Donc… Aïe, aïe, aïe. Comment je… Voilà. Donc, c'est un projet qui s'appelle Métacabriès, donc qui est monté sur la commune de Cabriès dans les Bouches-du-Rhône. Et qui a été monté avec la Société hippique de Marseille pour gérer les fumiers du centre d'entraînement qui est à Calas, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui regroupe pas mal de chevaux galopeurs exclusivement, et des chevaux qui sont, je pense qu'on peut dire, bien traités, c'est-à-dire avec un changement de paille très fréquent, en général quotidien, voilà. Et donc, des chevaux auxquels on fait très attention sur ce plan-là. Donc, ça produit des quantités importantes de fumier. On est plutôt sur le haut des fourchettes qui ont été données au début de cette présentation tout à l'heure. Le contexte, c'est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre qui regroupe une piste d'entraînement, des écuries et une vingtaine d'entraîneurs avec des chevaux qui sont en pension là-bas. Au total, ça fait à peu près 600 chevaux de course qui sont hébergés sur le centre et ça produit, ces 600 chevaux génèrent à peu près 9000 tonnes de fumier par an. Donc, c'est des grosses quantités par rapport à ce qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant. C'est un cas un peu particulier
Pour le moment, ces fumiers ils sont évacués par un transporteur externe avec sans plan d'épandage particulier. Et c'est une des problématiques du centre. Donc, quand on a rencontré la Société hippique de Marseille, ils cherchaient une solution durable pour traiter leur fumier, parce que c'est des quantités importantes. Et dès qu'il y a le moindre souci dans la chaîne d'évacuation aujourd'hui, en quelques jours, il y a des montagnes de fumier qui s'accumulent. Ils cherchaient aussi à réduire le coût du traitement qui est refacturé aux entraîneurs et qui est très important aujourd'hui. Je crois que c'est une dizaine d'euros par cheval et par mois, mais donc ça fait pas mal d'argent. Il y a aussi un désir de valoriser au mieux pour réduire les frais de fonctionnement du centre hippique. Évidemment, c'est un lieu où il y a pas mal d'équipes pour maintenir toutes les installations, et donc c'est pas un lieu qui gagne de l'argent, c'est uniquement au service des entraîneurs, mais du coup, plus on peut valoriser les choses, et mieux c'est pour tout le monde. Et puis, il y a le désir, évidemment, de s'inscrire dans une dynamique de long terme avec une optique de transition énergétique. Alors, ils ont déjà installé du photovoltaïque sur une grosse partie des bâtiments. Il y avait le désir aussi pourquoi pas, de valoriser le fumier si c'était possible. Donc ça, c'est les objectifs que la Société hippique de Marseille avait partagé, et c'est ce sur quoi on a travaillé avec eux. Moi, je ne fais pas partie de la Société hippique de Marseille, je suis venu les aider pour porter le projet et le monter avec eux. Mais la Société hippique de Marseille fait partie du projet. Ce n'est pas mon projet, c'est notre projet avec eux. Donc, ce qui a été retenu pour ce projet, c'est une méthanisation qu'on va encore appeler de type agricole. Vous avez vu que les tonnages sont importants, mais c'est quand même un petit méthaniseur. Donc, on va mettre le fumier dans un digesteur et ça va produire d'un côté du gaz qui peut être soit transformé en électricité, soit directement injecté sur le réseau. En l'occurrence, il sera injecté sur le réseau à Cabriès. Et puis, d'un autre côté, du digestat, donc, qui est de la matière à la fois liquide et solide. Enfin, il y a deux phases, on va les séparer. Ce digestat, il aura une valeur importante en termes d'amendement, et dans certains cas, il pourra même ne plus être considéré comme un déchet en respectant un certain nombre de procédures pour qu'il rentre dans un cahier des charges défini qui s'appelle DIJAGRI. Voilà. Donc là, ce qui a été choisi, c'est d'implanter le méthaniseur directement sur le centre hippique, ce qui évite les transports pour le coup, puisqu'on va récupérer le fumier directement sur place, et de le traiter par ce qu'on appelle une voie liquide infiniment mélangée. Ça, c'est un peu technique, mais globalement, il y a différentes manières de faire de la méthanisation, et Monsieur Froment vous expliquera un petit peu plus tard les différentes matières. En tout cas, en l'occurrence, là, c'est une voie liquide et avec l'utilisation directement du gaz qu'on injecte dans le réseau, c'est-à-dire qui va directement être utilisé et aller directement alimenter des foyers et des entreprises qui consomment du gaz dans le réseau du gaz naturel. Voilà. Ce qui est possible parce que la canalisation est à une distance raisonnable. Je vous dis raisonnable parce qu'elle est quand même presque à 4 km, mais ça reste intéressant pour le réseau de gaz, puisque c'est eux qui payent une grande partie du raccordement. Pour résumer le projet, on a 9000 tonnes, on a des substrats, donc au départ, donc 9000 tonnes de fumier équin, c'est le substrat principal. On va rajouter quelques biodéchets, c'est-à-dire des résidus de fruits et un petit peu de fiente de volaille et de l'eau. Et on va faire passer tout ça dans le méthaniseur. Ça va produire d'un côté donc du méthane, ce qui va alimenter à peu près 1300 logements dans la région d'Aix-en-Provence, dans le sud d'Aix-en-Provence, et puis d'un autre côté des digestats qui vont être séparés en liquide et solide, et ces digestats seront utilisés pour l'agriculture, avec une partie en plan d'épandage et une partie valorisée. Voilà. Je vous ai mis un petit plan pour vous montrer un peu à quoi ressemblait un centre de méthanisation. Sur le plan, vous voyez 2 ronds, donc ça correspond à 2 silos qui sont vraiment ce qu'on appelle les digesteurs, donc les endroits où on va faire passer la matière, donc les fumiers. On va les chauffer et les mélanger pendant 60 jours, à peu près entre 60 et 70 jours. Et c'est là que va s'extraire, enfin ils vont être digérés, donc en fait c'est un processus de fermentation. Ils vont être digérés, donc on va récupérer le gaz par une poche de gaz au-dessus des silos, et puis la matière restante, ce qu'on appelle le digestat, elle va être ramenée dans le point 9 là, qu'on voit en bas du plan, où on va séparer la partie solide de la partie liquide. La partie liquide, elle va être dans le gros carré vert, le numéro 2 que vous voyez en haut à gauche. Ce que je n'ai pas dit, parce que je voulais aller vite, mais il ne faut pas que j'aille trop vite quand même, c'est que ça a déjà été évoqué dans les présentations précédentes. Le fumier, ce n'est pas très simple à traiter.
parce que c'est sec, alors en l'occurrence ici en plus à Cabriès, il y a beaucoup de paille. Donc il y a une phase de pré-traitement, donc c'est le numéro 4 que vous voyez sur le plan, et en fait c'est surtout un broyeur qui est un peu spécifique en l'occurrence, pour être plus efficace, pour avoir des brins plus courts, et puis pour que ce soit plus facilement digéré par le process. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. S'il y a des questions après, on pourra y revenir. Il y a un petit plan pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez bien les 2 silos sur le plan. Vous avez un gros rectangle vert à gauche. Là, en fait, c'est une lagune couverte. C'est là où on va conserver le digestat avant d'être épandu. Et puis, il y a un bâtiment qui est vert sur la droite, qui est la partie digestat solide qui va être stockée là. Voilà, ça mobilise un peu plus d'1 hectare de terre. Voilà, donc c'est à la fois important, et en même temps, par rapport à la quantité traitée, c'est relativement raisonnable. Et je vous ai mis les petites vues de ce que ça pouvait donner, parce que c'est ce qui a été fait pour le permis de construire, pour montrer que c'est relativement peu impactant sur le paysage. Et c'est volontaire, bien sûr, parce que le but, ce n'est pas de construire une usine en pleine campagne. Et puis voilà, pour vous montrer un peu, c'est des projets quand même un peu compliqués, où il y a pas mal il y a un aspect, d'abord il y a un aspect un peu technique, qui fait que vous voyez qu'avant finalement de passer à une phase plus administrative d'obtention d'autorisation, mais il s'est passé plus de 2 ans, puisqu'il a fallu bien identifier les intrants, bien mesurer les capacités de pouvoir méthanogène, on appelle ça, donc les capacités de production d'énergie, et puis identifier la meilleure solution technique. Pour le fumier équin, c'est relativement nouveau de savoir méthaniser. Ça a été une des difficultés techniques au départ. On a aujourd'hui des constructeurs français qui savent très bien faire ça, et donc c'est à eux qu'on a fait appel, avec quelques références dans l'ouest de la France, de quelques méthaniseurs qui fonctionnent bien avec du fumier équin, mais c'est relativement nouveau, et donc ça a été un peu long au début. On a démarré fin 2016, et donc aujourd'hui on est en phase d'obtention des autorisations administratives, c'est-à-dire le permis de construire, et puis de l'autorisation ICPE dont on a parlé tout à l'heure en début de présentation, puisque c'est une installation classée pour la protection de l'environnement, donc il y a un certain nombre de... Voilà, la procédure est un peu compliquée, mais elle se fait relativement bien, et avec l'objectif de mise en service de la méthanisation dans 1 an à peu près. Voilà, à peu près, une grosse année, à partir d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on a donc la plupart des dossiers qui sont en cours d'instruction. Je vais laisser Quentin Froment prendre la suite, mais n'hésitez pas s'il y a des questions, évidemment. Oui, bonsoir à tous. Je rebondis tout de suite sur une question qui a été posée sur ce projet-là. Donc, Quentin Froment, je me présente. Moi, je fais partie de la société Omea. Omea, on est développeur et bureau d'études pour des projets de méthanisation. Notre objectif, c'est d'accompagner des porteurs de projets pour qu'ils puissent mener à terme leur projet. La méthanisation, vous avez vu dans les délais, c'est assez long. Ça demande aussi un petit peu d'énergie, et en général, une exploitation seule et isolée aura du mal à aller au bout de son projet. Il y en a un certain nombre qui arrivent à les sortir, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc nous, on est là pour accompagner les porteurs, et puis pour les aider justement à choisir la technologie, à choisir leur choix donc technique, et après faire tous les dossiers. Sur ce projet-là, pourquoi une méthanisation par voie sèche? En fait, c'est que dans ce projet, on n'était pas mono-intrant, enfin on n'est pas mono-intrant. C'est-à-dire qu'en général, dans un projet de méthanisation, on ne va pas chercher à avoir un seul intrant, mais on va aller en chercher plusieurs. Et donc, c'est ce qu'expliquait Benoît dans la phase des 2 premières années, où en fait, le but, c'est de réussir à faire un peu une cartographie des déchets sans aller trop loin, parce que sinon, on perd tout le côté vertueux du projet. Dans ce projet-là, on avait un grand apport de liquide avec des lisiers. Et donc, par conséquent, on avait une technologie qui pouvait être utilisée, qui est beaucoup plus performante, en fait, l'infiniment mélangé, en termes de digestion et de dégradation de la matière. C'est vraiment la méthode qui va nous permettre si en plus on arrive à garder des temps de séjour assez longs, c'est là qu'on va obtenir les meilleures performances pour capter le plus possible de méthane, et donc dégrader un maximum la matière, et également respecter un cahier des charges qui s'appelle DIGAGRI, qui nous permet de valoriser en fait le digestat en sortie et de pouvoir l'épandre, parce que la technologie de l'infiniment mélangé nous permet cela, ce que d'autres technologies comme la voie sèche
aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, est beaucoup plus complexe pour le traitement des digestats en sortie. Donc là, ce que vous voyez, c'est effectivement la coupe d'un méthaniseur. En fait, c'est assez simple, hein, c'est simplement un grand silo dans lequel on va faire séjourner la matière. Donc, on va alimenter chaque jour le méthaniseur avec de la matière. On va le brasser légèrement, il va être simplement remué, chauffé à 40 degrés. Et donc, c'est ce qui va activer la dégradation de la matière. Dans les projets comme les projets pailleux, on va avoir en général en amont de ça un broyeur, de manière à ne pas avoir des morceaux trop importants, parce que comme on est en infiniment mélangé, on va avoir un système qui va être pompé. Et donc, pour pouvoir être pompé, il faut déjà qu'on ait quelque chose qui soit une espèce de pâte assez homogène, assez liquide. Une fois que le temps de séjour a été respecté, on va dire, on capte le gaz durant tout le temps de séjour. Et donc, c'est ce que disait Benoît, on a deux solutions possibles pour valoriser l'énergie produite. Soit on injecte le gaz récupéré directement dans les réseaux quand on peut. Aujourd'hui, la tendance globale est quand même pas mal là-dedans et GRDF on va dire, subventionne une bonne partie des travaux de raccordement. Ou alors, si on est trop loin des réseaux de gaz, on va faire de la cogénération, donc on va brûler le gaz de manière à récupérer de l'électricité. Et là, on va avoir une deuxième source, c'est qu'on va avoir beaucoup de chaleur de produite, d'énergie thermique. Et donc, il faut trouver une solution aussi pour la valoriser à nouveau pour que le projet soit vertueux et pas qu'on ait la moitié de l'énergie produite qui part dans la nature. Donc, nous, quand on va traiter un projet, on a en fait tous ces paramètres à prendre en compte. Donc, évidemment, les intrants dans le périmètre répertorié, le type du coup de valorisation, de traitement qu'on va avoir pour les intrants, le type de valorisation de l'énergie, et ensuite, évidemment, en sortie, ce qui peut nous intéresser aussi par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, le digestat. Donc, le digestat, en général, on va faire une séparation de phases. On va avoir une phase liquide et une phase solide. La phase liquide va nous permettre aussi d'activer le process de dégradation de la matière. Donc, on va souvent le réinjecter dans le process en partie. Et en partie, on va chercher à l'épandre avec un amendement intéressant. Et de l'autre côté, la phase solide qui peut également être répandue, séchée, compostée. On peut en faire pas mal de choses et qui apporte le plus grand de l'amendement organique. Globalement, l'avantage de la méthanisation, c'est qu'on est vraiment sur je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on cherche vraiment à aller chercher un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment quand on traite sur la filière équestre tous les déchets qui peuvent résulter de vos activités, on va essayer de les valoriser un maximum. On peut donc évidemment traiter des effluents agricoles en valorisant de l'énergie, tout en produisant un fertilisant. Donc, ça a vraiment une notion assez large et intéressante pour tous les partis. C'est l'objectif comme un Métacabriès, où l'objectif, c'est que tous les partis s'y retrouvent pour que ce projet voie le jour déjà et soit périn dans le temps. Je suis passé un peu vite dessus tout à l'heure, mais il y a un aspect financier qui est important quand même pour les entraîneurs. Hein. Ce qui a été à peu près évalué à Cabriès, c'est que les entraîneurs, ça leur coûtait un peu moins de 10 000 € par an pour la partie traitement du fumier aujourd'hui. Et donc ça, c'est normalement un coût qui devrait quasiment disparaître avec la création du méthaniseur. Alors évidemment, tout n'est pas complètement calé aujourd'hui, mais ça représente vraiment une économie importante. Et en même temps, bien sûr, ça permet de produire de l'énergie. Vous avez vu, c'est 1300 foyers qui vont être alimentés autour du centre hippique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, du coup. Alors, il y en a qui apparaissent sur le côté. Je ne sais pas si tu as vu, Benoît. Il y en a une notamment, je pense que je te laisse répondre par rapport à Cabriès. Est-ce que le digestat solide ou liquide est épandu sur les pistes en herbe ou les pelouses du centre d'entraînement? Alors, le centre d'entraînement ne souhaite pas qu'on le fasse parce qu'ils ont déjà des... En fait, sur les pistes en herbe, lorsqu'elles sont tondues, ils conservent la tonte sur place. Et donc, ils ne souhaitent pas qu'on fasse un apport complémentaire. Mais potentiellement, on pourrait. En tout cas, ça serait d'une qualité qui justifierait. Voilà. Une autre question, quels sont les besoins en énergie pour le fonctionnement du méthaniseur, notamment pour les aspects de chauffage et pompage?
Alors, pour le chauffage, en fait, dans le méthaniseur, il y a une chaudière à gaz qui va être auto-alimentée, c'est-à-dire que c'est le gaz produit qui va permettre de chauffer. De chauffer, oui. Et c'est une toute petite consommation, c'est un tout petit pourcentage. Alors, je ne sais pas si Quentin, tu as le chiffre, mais enfin, c'est assez. Non, parce que ça va beaucoup dépendre des implantations, de est-ce qu'on va réussir à complètement intégrer ou pas les cuves. Sur certains projets, on essaye aussi, si on a un peu de dénivelé, d'enterrer un maximum les ouvrages, déjà pour qu'ils aient un impact le plus faible possible sur le paysage. Et en plus, on gagne cet aspect aussi de pouvoir, l'étanchéité, on va dire aussi un petit peu. Après, au niveau électrique, en fait, c'est des consommations qui sont faibles. On a du pompage, mais qui va être ponctuel. Donc, on peut avoir des puissances assez fortes appelées, mais sur des temps très courts. Donc, en fait, les cycles ne sont pas du tout permanents. On a simplement un pompage le matin quand on fait l'incorporation. Et après, le reste du process, en fait, la matière va se dégrader dans le temps. Donc, le bilan, on va dire, énergétique de l'opération, elle est vraiment très, très favorable. Très bien. Moi, j'avais une question. C'était, donc, on a 9000 tonnes de fumier et les autres intrants, vous avez parlé d'intrants liquides. Vous pouvez nous dire le tonnage et la matière? Alors, oui, alors dans les autres intrants, il y a à peu près 200 tonnes qui sont des fruits secs ou des résidus de fruits, qui sont liés plutôt à de l'activité agroalimentaire. Et puis, il y avait des lisiers de prévus, mais qui sont un peu loin, donc on ne sait pas si on va pouvoir les conserver. Voilà, a priori. D'accord. En fait, si tu remets peut-être Benoît, le tableau des pouvoirs méthanogènes en fonction des produits. Alors oui, il faut savoir que en fait, ce qui est c'est ici. Là, voilà. Ouais. Faut savoir du coup que le lisier n'est pas très méthanogène. Hein. Donc le lisier, c'était une manière en fait de recycler aussi une eau souillée en réalité, enfin un liquide souillé. Donc on peut le remplacer assez facilement par de l'eau. En fait, ça ne représente pas une consommation énorme. Sachant que ce qu'a dit Quentin tout à l'heure, il y a une partie du digestat liquide qui doit être recirculée, c'est-à-dire qui va être réinjecté dans le circuit, ce qui fait que normalement, il n'y a pas beaucoup d'eau à rajouter. Voilà. Et par contre, on va aller chercher, quand on est dans la première phase de recherche d'intrants, en fait, on va aller aussi chercher en complément en général des projets où on a beaucoup nous, on travaille exclusivement dans l'agricole, donc on a beaucoup de projets avec du fumier, que ce soit équin ou bovin, qui a son pouvoir méthanogène, mais vous voyez qu'il y a aussi des espèces de, on va dire, boosters, il y a d'autres déchets qui sont bien plus méthanogènes. Alors, tout est question de proportion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre énormément de graisse, par exemple. Par contre, si on en met un petit peu, on va pouvoir doper un petit peu la production de méthane et donc améliorer aussi la dégradation de la matière. Avec l'équin, ce qui est assez bon en général, donc là, notamment sur le méthacabrias, c'est qu'on a quelque chose d'assez régulier dans l'année. Même s'il y a des, en fonction des saisons, les teneurs ne sont pas tout à fait les mêmes, néanmoins, ça reste à peu près assez stable. Dans un projet de méthanisation, la saisonnalité est vraiment très importante. Et le mix aussi d'intrants qu'on va avoir tout au long de l'année va avoir une importance, notamment dans la qualité du digestat, parce que dans notre cahier des charges de pouvoir replacer du digestat à l'année, de pouvoir l'épandre, il faut qu'on arrive à avoir quelque chose quand même d'assez homogène sur l'année pour pouvoir respecter nos plans d'épandage. Très bien. Là, juste sur ce tableau, du coup, les résidus de fruits, ça serait au niveau du résidu de maïs ou Non, ils n'y sont pas sur ce tableau-là en réalité, parce que en hauteur? ce n'est pas forcément hyper fréquent. Et en fait, après, pour le coup, là, dans le projet, hein, dans le cours du projet, il y a eu des analyses qui ont été faites après sur chaque intrant qui avait été identifié. Dans le projet, sur Cabriès, en fait, en quantité, on avait en théorie assez avec les fumiers sur place. Si on a été chercher d'autres choses, c'est parce que c'est plutôt mieux de mélanger et que c'est meilleur pour le travail biologique. Et du coup, parce que je pense que c'est un projet qui peut paraître un peu gros en proportion par rapport à des centripiques plus classiques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de centripiques qui ont 600 chevaux quand même, je pense. Mais en réalité, il est souvent mieux, au contraire, de pouvoir mélanger un peu. Et pour le coup, c'est pour ça que sur Cabriès, on a été chercher des fruits secs et des fientes de volaille aussi, et puis qu'on a regardé pour des lisiers. Voilà.
Parce que et après, on essaye aussi en fait, dans nos recherches, de limiter un certain périmètre de l'endroit où on compte s'implanter. Donc, pour s'implanter, il y a une notion de maîtrise du foncier, il y a une notion de valorisation de l'énergie produite, donc gaz ou électrique. Et après, il y a une notion aussi de mix, effectivement, des différents intrants qui vont bien réagir entre eux. En fait, on a quand même une réaction, on va dire, biologique qui se passe, et donc il faut qu'on ait quelque chose qui soit homogène. Et on a aussi différents types de classement ICPE des unités. Et donc, par exemple, si on doit récupérer des déchets d'abattoir, ça suppose une hygiénisation, ça suppose un classement ICPE qui est encore différent, ça suppose un traitement du digestat qui va être différent. Donc, on peut vraiment complexifier encore énormément les projets, ce qui n'est pas notre but. C'est déjà assez complexe comme ça au départ. Donc, on essaye de faire des choses qui soient vraiment, on va dire, le plus vertueux possible, qui répondent vraiment à une problématique de traitement de déchets et de valorisation de quelque chose qui aujourd'hui est perdu, de façon à le faire re-rentrer, on va dire, un peu dans le système, et puis que l'ensemble des acteurs soient gagnants. Il y avait une question. Peut-être, pardon, juste pour compléter là-dessus, mais par rapport à ce qui a été vu dans les présentations précédentes, en fait, alors c'est pas quelque chose qui est acté aujourd'hui dans le projet parce qu'on n'a pas encore de digestat, mais la Chambre d'agriculture avec laquelle on a travaillé sur le projet nous a fortement mobilisé pour qu'on puisse recomposter notre digestat derrière, parce qu'en réalité, le digestat solide, en tout cas, il est intéressant de le recomposter avant de l'utiliser en agriculture. Voilà. C'est pas indispensable, mais ça peut être intéressant. Voilà. Très bien. Il y avait une dernière question. Les entraîneurs ont pris part dans l'unité de méthanisation. Est-ce qu'ils ont des parts en temps... Pas les entraîneurs directement, parce que c'était pas possible de cette manière-là, mais c'est la société hippique, puisque c'est la société hippique de Marseille qui gère l'intégralité du centre. Et oui, bien sûr, non seulement c'est la société hippique qui est à l'origine du projet, mais elle est actionnaire à hauteur importante du projet pour à la fois parce que c'est un engagement et un engagement à long terme de faire fonctionner un projet comme ça, c'est quand même assez lourd, c'est quand même un gros investissement, et aussi parce que c'est légitime d'en partager les fruits, et donc on fait ça ensemble, oui, tout à fait. Donc la société hippique va pouvoir récupérer aussi une partie de la valorisation du fumier parce qu'elle est actionnaire du projet. Super. Et donc, pour finir le tour là-dessus, nous, dans notre société aussi, Omea, en fait, on a aussi une casquette un peu d'accompagnement des projets, comme Benoît évoquait l'aspect financier des choses. On est aussi un peu, on va dire, facilitateur financier pour que les projets voient le jour, parce que c'est des projets qui, effectivement, peuvent paraître assez lourds. On l'a mis dans une présentation à un moment, ça peut donner lieu à des compléments de rémunération pour des activités agricoles. Néanmoins, il y a besoin d'avoir un petit peu d'aide parfois pour monter le mieux possible les crédits, les dossiers de subvention, etc. Et y compris parfois accompagner dans le développement, y compris financier des projets, en rentrant comme partie prenante des projets. C'est aussi quelque chose que nous, on peut proposer comme casquette si jamais ça intéresse les gens. Voilà, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a visité pas mal de projets avant de lancer celui-là. Et en fait, tous les projets, ils sortent quand ils sont bien accompagnés, parce qu'en fait, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, c'est toujours important d'avoir un bon bureau d'études ou un bon développeur à côté qui est capable d'aider à la fois techniquement, mais aussi pour des montages plus réglementaires, etc. Et c'est ce qu'a fait Omea dans le projet de Métacabriès. En fait, on n'aurait pas pu le faire sans le bureau d'études d'Omea qui a été derrière pour faire et refaire une partie des dossiers parce qu'il y a des choses qui ont changé en cours de route, etc. Voilà. Ça serait techniquement... ça fait partie des projets. Trop difficile de le faire seul. Voilà. Alors, il y a une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Y a-t-il d'autres sociétés de course qui ont fait ce choix en France ? Alors, on n'est pas certain. Il y a un projet qui est en gestation depuis très longtemps à Chantilly, mais je crois sans en avoir la certitude, donc il faut prendre ce que je dis avec beaucoup de parenthèses, de guillemets, de pincettes, de ce qu'on veut, mais je crois que ce projet, il n'est toujours pas sorti, alors qu'il y aurait a priori à Chantilly, je crois qu'il y a plus de fumier que sur la société de course de Marseille.
Mais non, ça pourrait venir. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de cas pour le moment, mais c'est lié à un facteur particulier, c'est qu'on avait... Mais ça, nous, on a rencontré la difficulté en montant ce projet, c'est que le fumier équin est quand même pailleux et très sec, et que jusqu'à il y a 2 ans, en fait, techniquement, c'était un peu un défi technique d'aller le méthaniser. On a essayé de monter ça ensemble avec la société hippique parce qu'il y avait un vrai enjeu pour eux. Mais ça n'a pas été évident au départ. Il y a eu une recherche technique importante avant d'arriver à trouver la bonne solution. Sans doute pour ça que ce n'est pas plus répandu aujourd'hui dans le monde équin. Très bien. Bon, on est arrivé au bout, je crois. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste vous partager vite fait les contacts. Bien sûr, je pourrais vous les remettre s'il y a besoin ultérieurement à diffuser, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je vous partage juste les contacts. À condition que ça fonctionne. Ça marche pas. Si, c'est bon, non? Ouais, c'est bon. Vous les voyez parce que moi, j'arrive pas à mettre en plein écran. Si, c'est bon. Ouais. Bon, On Ça les voit, fonctionne, ça fonctionne. merci. Jérôme ou peut-être Pierre? Oui, alors je vais peut-être vous dire un petit mot de remerciement là, en tant que président de la filière. Au nom de mon collègue président du comité régional d'équitation, qui co-organise avec la filière cette soirée, tout d'abord un grand merci à tous les intervenants qui nous ont fait des exposés très intéressants ce soir. J'ai noté beaucoup de choses sur des feuilles que je vais approfondir dans les jours et les semaines à venir parce qu'il y a des petits points qui m'intéressent beaucoup. Ce soir, on avait un public un petit peu réduit, mais je pense que ces expériences nouvelles pour nous de visioconférence qu'on appelle des webinaires, c'est venu avec la crise Covid. On n'est pas encore très préparé à tout ça et nos auditeurs non plus. Mais je pense qu'avec le temps, il faut persévérer parce qu'on va élargir notre public, j'en suis convaincu. Et de par la nature des interventions qui étaient très passionnantes ce soir, et je pense que petit à petit, le phénomène de communication de bouche à oreille va jouer et on aura un public qui va s'élargir. Merci encore à vous tous. Merci à ceux qui étaient là pour suivre la conférence ce soir et merci bien sûr à ceux qui l'ont préparée. Merci beaucoup. Donc le webinaire il est enregistré et donc vous pourrez pour ceux qui n'ont pas pu y assister, vous pourrez le regarder en diffusion sur la chaîne YouTube du Creux. Il y aura une enquête de satisfaction qui vous sera envoyée par le Creux. Merci de nous faire remonter d'autres sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde. Et le prochain webinaire aura lieu le 10 mai sur la gestion de l'eau. Voilà, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.